On nous dit que Lapiro de Banga, alias Ndingaman, a été acquitté pour le premier procès qui courait contre lui au Cameroun. Pour ceux qui ne connaissent pas Lapiro de Banga, c'est l'un des premiers artistes engagés dans l'histoire de la musique politique camerounaise des années 90 jusqu'à nos jours. Lapiro de Banga s'était engagé dès le début des années 90 à Inédit Multipartisme, aux côtés de personnes comme les sauveteurs, les Bayam Selam, les petits vendeurs, les enfants de la rue, les personnes abandonnées, les pauvres, les paysans, en tout cas tout le lumpen prolétariat des villes camerounaises. Le texte de Lapiro de Mbanga, sa musique ne parle que de ces personnes-là. C'est un mélange évidemment de reggae et de reggae urbain, utilisant très souvent la langue populaire du Cameroun, qui a donc ce qu'on appelle encore le cam-franglais ou pour certains le pidgin English, qui se parle évidemment pratiquement de Douala jusqu'à la frontière nigériane, tout au long de la côte atlantique. Alors, la Lapiro de Banga a été arrêté à la suite des émeutes de février 2008. Le motif avancé par le régime de M. Paul Biya est que la Lapiro de Banga aurait été à la tête d'une horde de personnes qui auraient mis la ville, en tout cas certains bâtiments publics de la ville de Banga à feu à sac. Le problème, c'est que Lapiro de Mbanga se trouve avoir plutôt joué un rôle de médiateur entre les jeunes de la ville de Mbanga, où il est quelqu'un de très populaire, hein, c'est une ville à une trentaine de kilomètres de Douala, et il a plutôt joué le rôle de médiateur entre ces jeunes et les forces de l'ordre, essayant d'éviter d'ailleurs tous les bains de sang en Mbanga, parce que les ordres du régime de M. Biya étaient très clairs, il fallait régler son compte à toute personne qui participait à cette revendication de 2008, et Lapiro de Banga participe plutôt de ceux qui évitent le pire en Banga en février 2008. Il fait une médiation entre la population et les forces de l'ordre, aux ordres bien sûr de régime Biya, représenté par un préfet, par un sous-préfet local qui par la suite retourne la paire en faisant valoir la thèse selon laquelle celui qui est véritablement à l'origine du problème d'insécurité liée donc aux manifestations dans celle de Mbanga en février 2008, c'est Lapiro. C'est Lapiro, selon le sous-préfet local, lequel livre évidemment Manu Militari, Lapiro de Mbanga, au rituel, n'est-ce pas, de choix de boucs émissaires, auquel se livre bien souvent le régime Biya chaque fois qu'il est contesté. J'ai expliqué l'art politique de Paul Biya dans un article intitulé L'art politique de Paul Biya ou comment Satan expulse Satan. Je l'ai appelé encore autrement la biyacratie. Globalement, la méthode de M. Biya consiste, chaque fois que le peuple camerounais conteste le régime illégitime dont il profite, lui et ses amis de l'oligarchie néocoloniale camerounaise, mais sa méthode consiste à choisir parmi les manifestants, à choisir parmi les figures les plus représentatives de l'engagement citoyen camerounais, quelques brebis expiatoires qu'il livre évidemment à la vindicte populaire, qu'il désigne comme ceux qui dérangent, ceux qui troublent. Le mot opposant étant d'ailleurs devenu au Cameroun synonyme d'insulte de la part du parti au pouvoir. Il choisit donc dans chaque région agitée, mouvementée par les révoltes, par les luttes sociales, il choisit des boucs émissaires sur lesquels, de manière complètement absurde et arbitraire, la justice s'abat, la justice les taille en pièces, la justice les utilise en quelque sorte comme exutoire permettant d'intimider les populations, mais également d'une certaine façon d'administrer la preuve que le respect de rien ni de personne n'est encore possible au Cameroun. Dès lors donc que ces victimes expiatoires ont été choisies, dès lors que des gens sont sacrifiés, la machine politique du régime Biya consiste effectivement à obtenir un apaisement provisoire. Le peuple en colère considère bon an mal an, bon gré mal gré, les victimes désignées par Paul Biya comme quelque part coupables, puisque de toutes les façons, nul n'est complètement saint. Elles sont donc quelque part coupables, et le fait que, d'une manière ou d'une autre, des responsables du malheur national aient été désignés par le régime illégitime qui est lui-même la source absolue du malheur, et bien ce fait est considéré comme
déjà une source d'apaisement en attendant les prochaines convulsions sociales. Voilà comment la période de Mbanga a été choisie dans la région de Mbanga comme le bouc émissaire dont le régime Biya avait besoin pour montrer aux populations que celui qui revendique la fera couper, que celui qui revendique ne vaut rien, ne représente rien devant la machine du régime RDPC. C'est ce qui s'est fait pour le maire Eric Kingé dans la région de Njombe-Penza. Eric Kingé, qui s'était interposé entre les jeunes manifestants de Njombe-Penza et la soldatesque aux ordres de Paul Biya qui s'apprêtait à sévir très durement. Eric Kingé, finalement, s'est retrouvé accusé d'avoir organisé la révolte à Penza, alors que en sa qualité de maire, qui plus est du parti au pouvoir, hein, maire du RDPC, le Rassemblement démocratique des Autochtones, Eric Kingé avait tout intérêt à préserver en quelque sorte l'institution républicaine. De fait, Eric Kingé a commis aux yeux du régime Biya et d'un certain nombre de ses affiliés dans la région de Njombe-Penja un crime fondamental de lèse-majesté, c'est la contestation du monopole capitalistique d'un certain nombre de groupes de l'industrie bananière, de l'industrie agricole française au Cameroun. Et parce qu'il s'est retrouvé à un moment donné revendiquant aux côtés de certaines couches de la population un meilleur traitement des ouvriers des plantations, une meilleure prise en compte de ce lumpen prolétariat exploité dans le Mungo et dans toutes les zones d'agriculture industrielle au Cameroun. Et bien le fait qu'Eric Kingé se soit positionné à un moment donné pour le droit des autochtones camerounais, des Camerounais en général donc, de gagner autant que les multinationales capitalistes qui sont installées au Cameroun, et bien ce fait-là vaut à Eric Kingé d'avoir été livré, Manu Militari, à la police politique de Kobia, comme étant le fauteur de troubles dans la région dont il est originaire. Si vous regardez la carte de la répression appliquée par le régime Biya contre les populations camerounaises dans la période donc qui va de février à mars 2008, la carte des arrestations, la carte des crimes commis, vous vous rendrez compte qu'à chaque fois, pour dégonfler l'abcès de la contestation populaire, la méthode du régime a consisté à choisir à chaque fois une personne, des personnes emblématiques de la révolte, à les sacrifier en les exécutant froidement dans la rue, comme ce fut le cas de mon ami Jacques Tiwa, ou en leur infligeant des peines d'emprisonnement absurdes, arbitraires, hein, au mépris de la procédure pénale du code juridique camerounais, au mépris d'ailleurs de toutes les recommandations en matière de respect des droits humains. La méthode a consisté à chaque fois donc à choisir des Camerounais qui, d'une certaine façon, servent d'exutoire au pouvoir et d'une certaine façon permettent de dévier les colères sociales sur leur personne attirant d'une certaine façon ce qu'on peut appeler effectivement la catharsis victimaire. On peut se défouler sur ces gens-là, parce que de toutes les façons, on peut toujours trouver une petite raison pour laquelle on leur en veut, on peut toujours trouver une petite raison pour laquelle ils sont aidés à accuser. Et voilà comment la mécanique du régime Biya a fonctionné et a fabriqué sur toute l'étendue du territoire national 140 morts, d'une part, et d'autre part, un certain nombre de prisonniers politiques extrêmement célèbres. On peut s'intéresser toujours à partir de cette lecture de la biacratie, hein, qui nous permet de comprendre l'acquittement seulement partiel de la Piro de Mbanga mercredi 24 mars au tribunal de grande instance de Bouri-Douala pour un procès qui datait de 2004, alors que le procès pour lequel il est incarcéré à la prison de Nobel est un procès en rapport avec les événements de 2008 dans lesquels il n'y a aucune preuve que la Piro de Mbanga ait fait la moindre casse. Ce qu'il faut observer donc, je voulais dire, c'est que en réalité, même dans le centre-sud, qui est souvent considéré par une certaine géopolitique inspirée par la fausse théorie de l'équilibre régional, même dans le centre-sud, manifestement, Biya a choisi, dans le cadre de ce qu'il a appelé l'opération Épervier, ceux de ses proches, hein, au sens, disons, ethnique, ethno-culturel du terme, il a choisi ceux de ses proches qui représentaient un risque d'alternance à l'intérieur de son propre camp, hein, ce qu'on appelle au Cameroun le pays organisateur, hein, dénoncé par notre compatriote Théodore Ateba-Yéné dans son livre. Hein. Il montre que, au fond, les régions du centre et du sud Cameroun, tout ce qu'on appelle le grand centre en général, n'a pas davantage bénéficié
en valeur réelle, effectivement, de la présence de Paul Biya au Cameroun que d'autres régions du pays. En réalité, les prisonniers de Paul Biya issus donc de la région du centre et du sud sont bien souvent ses propres rivaux politiques. On a un exemple très pratique, Titus Zoa, qui de triste mémoire exclut dans les années 92-93 de toute la brochette des leaders du syndicalisme étudiantin camerounais, et qui s'est acharné contre les étudiants dits de la génération des parlementaires à laquelle j'appartenais. Ce Titus Zoa, ironie du sort, s'est retrouvé dans les mains de son propre poulain, et depuis 15 ans a été frappé d'un ostracisme judiciaire extraordinaire. Voilà un homme qui est en prison pour des raisons non encore clairement élucidées. En 97, il veut être candidat à la présidence de la République contre son ami et son ex-compagnon, Paul Biya, dont il a été médecin personnel, dont il a été ministre et secrétaire général du président. Il veut donc être candidat contre cette personne-là, parce qu'évidemment une prise de confiance existe entre eux. Et soudain, lui tombe à bras raccourcis un procès. Un procès dans lequel il est accusé de détournement, dans lequel il est condamné à une peine de prison dont la disproportion va avec les ans, avec une série de procès usuels, qui indique très bien la nature profonde du régime Biya. C'est un régime néocolonial, c'est un régime qui ne doit sa situation à ce qu'on peut appeler la force du haut, c'est un régime qui descend de l'ovulatisme à travers l'égoïsme, c'est un régime qui ne croit qu'en la force, qu'en la violence, c'est un régime qui fonctionne de la même façon que fonctionnent ceux qui ont assassiné Oumyobé, Ousseinde Afana, Félix Roland Mounier, Ernest Ouandié. C'est un régime qui, de fait, est parti du principe que gouverner le Cameroun, c'est le violenter. C'est un régime, non même pas de gouvernement, c'est un régime d'administration. C'est-à-dire qu'il considère que la légalité violente venue de la traite des Noirs, venue de la colonisation, doit se poursuivre. C'est un régime qui est là, non pas en vertu de la Constitution. Les gens discutent de Constitution au Cameroun, c'est un débat complètement superfétatoire. Le régime camerounais est assis, en fait, la véritable constitution de ce régime, ce sont les accords de défense et de coopération qui le lient à la puissance tutélaire qu'il a choisie. Les Mbida, les Okala, les Aïdjo, les Biya ont été choisis par ceux qui, d'une certaine façon, ont biaisé l'indépendance du Cameroun. Donc, pour revenir au cas de Titus, voilà un homme qui a été donc arrêté par son ex-compagnon de route, par celui qui fut d'ailleurs son propre protégé, et qui depuis lors, effectivement, sert en quelque sorte de repoussoir à toutes les haines internes à ce qu'on appelle le pays organisateur camerounais. On peut penser à des personnes, évidemment, comme Pierre-Désiré Angot, qui bénéficie par ailleurs de la part d'un certain nombre de commissions des droits de l'homme des Nations Unies de jugements qui indiquent qu'il y a eu violation flagrante de ces droits. Mais comme cette personne se trouve être l'une des anciennes laudatrices du système Biya, mais en même temps l'une des celles que Paul Biya a perçue comme susceptible de représenter une alternative dans son propre camp, pour lui, elle a été livrée à la vindicte populaire. Et voilà des Camerounais qui, quels que soient les torts qu'ils ont commis, en réalité sont dans des procédures judiciaires floues qui nous rappellent évidemment l'univers de Kafka. Comme le dit justement Kafka dans son fameux roman Le Procès, ce matin, le petit déjeuner tardait à arriver et on avait sûrement calomnié Joseph K. Ces gens-là, un matin, ont été calomniés et pour cette raison principale ont été arrêtés parce que le chef de l'ordre victimaire néocolonial camerounais estimait que cette personne était dangereuse contre lui. On observera quand même une chose extraordinaire, c'est que toujours dans ce même centre et sud, d'autres personnes qui sont réputées avoir détourné les fonds publics, je pense par exemple à Gervais Mendozé, l'ancien président directeur général de la télévision Cameroun Radio Télévision. Ce monsieur a été reconnu par un procès public au Cameroun, auteur d'un détournement de fonds publics à proportion minimale d'1 milliard et environ 300 millions de nos francs CFA. Cet homme est libre, il circule au Cameroun, il lui arrive d'ailleurs de venir en villégiature tranquille en France. Il est libre pour une raison fondamentale, on peut comprendre, c'est que tous les voleurs ne sont pas concernés par l'opération Épervier. L'opération Épervier, c'est en réalité
le mécanisme victimaire mis en place pour contrôler un certain nombre d'élites à l'intérieur même de l'appareil du pouvoir, et de toutes façons anesthésier leurs velléités, leur volonté d'être une alternative interne dans le système néocolonial, faut le dire. Je ne finirai pas cette analyse de l'environnement dans lequel l'apéro de Mbanga connaît son premier acquittement pour un faux procès, un procès imaginaire qui lui est fait concernant les événements de 2004. Je finirai pas de brosser cet environnement sans indiquer pourquoi j'appelle cette manière de faire la justice au Cameroun, pourquoi est-ce que je l'appelle l'art politique de Satan. Je fais référence en fait à un concept girardien. René Girard est un philosophe français de notre époque qui a montré que, bon, contrairement à ce qu'une certaine théologie enseigne, Satan n'est pas forcément une personne, c'est pas quelqu'un de réel. Satan, c'est une manière de manipuler les personnes. C'est l'art de la division, pour mieux régner. Satan, en réalité, c'est, comme le dit le grec diabolos, celui qui divise. C'est le calomniateur. L'art politique de Satan consiste à utiliser effectivement les divisions internes à un groupe social pour mieux le dominer. C'est pour ça que Girard utilise l'expression Satan expulse Satan. Autrement dit, pour gouverner sataniquement les hommes, il faut exploiter entre les hommes ce qui les oppose, de telle façon que les uns soient neutralisés par les autres. Et Paul Biya méprise cet art par excellence. Il gouverne le Cameroun en opposant les Camerounais les uns contre les autres. Épervier, la répression des colères populaires de 2008 sont en réalité pour Paul Biya, paradoxalement, une occasion de renforcer son pouvoir, en créant non seulement des binômes dans chaque région, en neutralisant les opposants par des composants qui font partie des mêmes régions que les opposants, en utilisant les rancœurs, les rumeurs sociales pour livrer à la même société assoiffée de justice des brebis victimaires. Bref, Biya en réalité retourne la colère du Cameroun contre le peuple camerounais, alors que la colère du peuple camerounais devrait s'exprimer contre le régime du RDPC, alors que la colère du peuple camerounais devrait frapper prioritairement un régime qui, depuis sa naissance, issu donc de l'UNC, l'Union nationale camerounaise d'Amadou Allié, n'a jamais gagné une élection transparente. C'est un régime de truqueurs d'élections. C'est un régime qui a organisé à chaque fois le lynchage populaire des Camerounais qui revendiquaient leurs droits. C'est un régime qui a conduit notre pays au statut de pays pauvre très endetté. C'est un régime qui a la particularité d'avoir ramené l'espérance de vie des populations du Cameroun à 44 ans. C'est un régime qui a la particularité terrible d'avoir réduit la politique internationale du Cameroun à l'état effectivement de fonction de mendicité internationale, de fonction de négociation permanente d'une tutelle à chaque fois davantage élargie. Donc c'est un régime qui consacre en réalité l'abandon de l'historicité camerounaise qu'avait déclenché la lutte d'indépendance de l'Union des populations du Cameroun. C'est un régime qui n'a fait qu'assurer en réalité le maintien, le retour du Cameroun dans l'archaïsme politique colonial, dans l'archaïsme politique de l'esclavage, dont l'Union des populations du Cameroun et tous les autres héros de l'histoire du Cameroun. Je pense à des gens comme Kouvali Kenya à la fin du XIXe siècle, je pense à Martin Paul Samba, je pense à Rudolf Douala Mangabel, je pense à Ndoya Bamoun, de nombreux Camerounais qui intuitionnaient longtemps, évidemment avant 1948 et la fondation de l'UPC, la nécessité de faire de notre pays, le Cameroun, un beau modèle de civilisation. La vérité, c'est que le biaïsme, comme l'aïdioïsme, comme le voulatisme, qui sont en réalité les modalités du néocolonialisme camerounais, sont des philosophies politiques du recul, sont des philosophies politiques archaïques. C'est pour ça que je les appelle des arts sataniques. Et je ne dis pas art satanique, en quelque sorte, pour faire référence à la figure proprement théologique de Satan. Je ne crois pas avoir les moyens de vérifier qu'il existe derrière les ténèbres du monde un être qui s'appellerait Satan, qui n'existe pas. De ce point de vue, je suis complètement agnostique. Ce que je veux dire, c'est que Satan, c'est vraiment chacun d'entre nous, chaque fois que ce qu'il exploite, c'est les divisions, c'est ce qui oppose, et chaque fois que ce qui l'intéresse, c'est effectivement de profiter du malheur. Chaque fois que ce qui l'intéresse, c'est de profiter de la misère des autres. Chaque fois que ce qui l'intéresse, c'est de profiter de la souffrance des autres. Chaque fois que ce qui l'intéresse,
c'est de mépriser le droit des autres à vivre une existence digne et sensée, eh bien, chacun d'entre nous se comporte à ce moment-là comme ça.